Alors, un objectif anamorphique, c'est presque comme un objectif normal, sauf qu'on a un morceau en verre qui a une forme un peu bizarre et qui écrase l'image à l'horizontale. Vous savez tout. Ok, c'était peut-être un petit peu précipité, mais ici vous êtes sur le QG des vidéastes, on fait pas les choses à moitié, alors accrochez vos ceintures et on y va. En fait, mon explication précipitée, elle n'était pas si loin de la vérité que ça, parce qu'on a deux classes principales d'objectifs. La classe principale, par défaut, c'est celle qu'on a tous sur nos appareils photo et caméras, c'est les objectifs sphériques qui projettent l'image sur le capteur sans en affecter les proportions. C'est la classe par défaut, sauf mention contraire dans le nom de l'objectif. Les objectifs anamorphiques, à l'inverse, ils projettent l'image sur le capteur en l'écrasant à l'horizontale. On parle d'anamorphose, d'où le nom. Mais quel intérêt du coup de devoir écraser l'image ? Moi je me souviens que j'avais un prof qui disait toujours qu'on doit savoir d'où on vient pour comprendre là où on se situe, donc faisons un petit peu d'histoire. Le ratio standard, les proportions normales d'une image au début du siècle dernier, c'était le format 4/3. On parle aussi de 1,33x, la largeur de l'image est 1,33 fois plus grande que la hauteur. Du coup, une image qui mesurait 30 cm en hauteur mesurait 40 cm en largeur. Il y a eu pas mal de variantes au fil du temps qui gravitaient autour de ces valeurs-là, mais pour simplifier, on va se cantonner au format 4/3. Et c'est super cool parce qu'au final, tout était uniforme. Les télés étaient en 4/3, les cinémas étaient en 4/3, tout le monde filmait et tout le monde projetait sur ce format-là. Ça a été le format par défaut jusqu'à la moitié du siècle dans les cinémas et jusqu'à la fin du siècle dans les foyers. D'ailleurs, moi je me rappelle que chez moi on avait une télé 4/3 et elle est partie pour une télé un petit peu plus large au début des années 2000, donc c'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Rentrons dans des considérations un petit peu plus techniques. On filmait sur des bandes de 35 mm et on peut voir que sur le côté, on avait notre image filmée en 4/3, ce qui laissait un petit peu de marge libre au bord qui permettait d'enregistrer le son sur la bande vidéo. C'est la bande son du film, littéralement. Le problème, c'est qu'on s'est rapidement rendu compte, donc vers la moitié du XXe siècle, qu'un film était beaucoup plus agréable à regarder et immersif dans un ratio plus large, plus proche de la vision humaine. Alors comment on fait pour obtenir un ratio d'image plus large avec le même film ? La première solution, la plus évidente, c'est de filmer en 4/3 et puis de rogner en haut et en bas. On met des bandes noires, ça nous donne une image plus large qu'on n'a plus qu'à agrandir pour la faire rentrer sur un écran de projection plus large. Et c'est super facile à mettre en œuvre et pratique, d'ailleurs vous pouvez le faire en numérique si vous voulez rendre un truc un petit peu cinématique. Vous filmez en slow motion, vous mettez des jolies couleurs et vous mettez des barres noires en haut et en bas et paf, cinématique. L'exemple parfait pour illustrer ça pour moi, c'est toutes les vidéos de drone FPV cinématiques qu'on va passer sur YouTube où au final c'est filmé sur une GoPro, donc pas du tout en écran large. Les monteurs mettent des bandes noires en haut et en bas, ça s'appelle une letterbox dans les logiciels de montage. Et si on combine à ça un joli traitement des couleurs, on se croirait vraiment au cinéma alors qu'encore une fois on a filmé sur une GoPro. Le problème avec cette méthode, c'est que comme on a une image plus petite, comme je vous disais, il faut l'agrandir pour la faire rentrer sur l'écran de projection. Et en agrandissant l'image, on accentue aussi ses défauts, en l'occurrence pour le film argentique, le grain du film. Et du coup, on a introduit la deuxième technique qui est d'utiliser des objectifs anamorphiques. Un sur la caméra pour écraser l'image, un sur le projecteur pour l'étirer à nouveau. Et du coup, on utilisait toute la surface verticale du film, toute la largeur, avec une image écrasée qu'on n'avait plus qu'à étirer pour la projeter. On conserve les avantages d'un écran large et en plus, comme l'image occupe plus de surface sur le film, le grain est beaucoup plus fin et donc on a plus de défauts dont je vous parlais juste avant. C'est comme ça qu'est apparu le format 2,39x ou 2,4 pour les feignants. C'était une super technique mais elle a perdu en intérêt au fil du temps puisqu'on s'est mis à séparer l'audio de la bande vidéo et du coup on a récupéré plus de largeur, donc grâce à ça on a pu enregistrer des images un petit peu plus hautes et un petit peu plus larges qu'en 4/3 sans avoir recours à l'anamorphique et la technique a perdu un petit peu de son intérêt. Cela dit, les objectifs anamorphiques ils sont toujours utilisés, même en numérique, mais pour des raisons différentes. En effet, les caméras numériques, elles ont de base un format qui est plus large que le film en 4/3, et en plus de ça, on a une très bonne résolution et des objectifs sphériques qui ont une forte performance optique, ce qui nous permet en fait, si on a besoin de projeter sur un écran large, de rogner en haut et en bas ou de mettre des bandes noires, d'agrandir l'image, de la projeter, et on n'a plus vraiment les mêmes défauts liés au film qu'on avait à l'époque. Donc si vous me suivez, en numérique, l'anamorphique n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à l'aspect en largeur de l'image. D'ailleurs, laissez-moi vous faire une démo tant qu'on y est. Comme vous pouvez voir, à cause de l'anamorphose, je suis tout écrasé. Et du coup, pour rétablir un aspect d'image un petit peu standard, on a le choix entre soit laisser l'image sur le nouveau ratio en sacrifiant en haut et en bas, ou alors en rognant drastiquement sur les côtés. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, c'est pas spécialement optimal du point de vue de l'aspect d'image seul. On va revenir sur du sphérique. Bon, mais il y a quand même des raisons qui font qu'on continue d'utiliser des objectifs anamorphiques sur du format numérique. La première, c'est les caractéristiques du bokeh, donc les éléments qui sont en dehors du plan de mise au point, donc qui sont flous dans l'image, et qui sont un petit peu étirés vers le haut, surtout quand on se rapproche de la périphérie de l'image, et ça c'est une caractéristique qui est appréciée par certains réalisateurs. La seconde, c'est l'esthétique totalement différente des reflets lumineux à l'intérieur de l'objectif, qui peuvent complètement s'éclater, refléter dans tous les sens et former une barre lumineuse horizontale qui est souvent bleue sur ces objectifs. Et ça c'est un petit peu la même chose, c'est une caractéristique qui est parfois demandée par des réalisateurs.
Et enfin, qu'on les apprécie ou pas, les objectifs anamorphiques, de manière générale, ils introduisent beaucoup de déformations et de distorsions en périphérie de l'image que certains affectionnent beaucoup. Et du coup, c'est des caractéristiques visuelles qui sont assez propres à l'anamorphique et qui sont vachement ancrées dans notre esprit, notamment sur certains genres cinématographiques comme la science-fiction. Et du coup, c'est des objectifs qu'on utilise pour recréer des caractéristiques visuelles auxquelles on a été habitué, de la même manière d'ailleurs que certains filment encore sur film argentique pour recréer des caractéristiques visuelles spécifiques. D'ailleurs, si jamais vous regardez un programme et que vous avez un doute, je vous recommande très vivement d'utiliser l'application IMDb, qui est faite par Amazon et qui est une vraie mine d'informations sur absolument tous les films. Et vous y retrouverez notamment le modèle de caméra, souvent les modèles d'objectifs. Maintenant, si vous voulez, vous essayez à l'anamorphique. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont bien plus spécialisées que moi là-dedans et qui seront bien plus à même que moi de vous conseiller, notamment la chaîne Anamorphic on a Budget qui est très riche en tests et je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Mais si je devais résumer, si votre budget est inférieur à 8000 € par objectif, qui est le prix moyen d'un objectif anamorphique qualitatif, vous avez deux solutions principales. Celle qui est à la fois la plus simple et la plus coûteuse, c'est d'acheter des objectifs anamorphiques tout en un, comme celui-là de chez Greyjoy, mais vous en avez chez pas mal de constructeurs, notamment celui-ci. Ils sont super abordables, mais l'inconvénient qu'ils ont, c'est que la plupart n'écrasent pas l'image deux fois, comme sur des objectifs anamorphiques traditionnels, mais se limitent généralement à 1,8, 1,5, 1,33 ou même 1,2. Et le problème, c'est qu'au moins l'image est écrasée par l'objectif, au moins on retrouve les caractéristiques visuelles dont je vous parlais et qui sont justement l'intérêt d'utiliser un objectif anamorphique sur du numérique. Et du coup, je dirais que le sweet spot pour démarrer, c'est peut-être les objectifs anamorphiques tout en 1,33 fois, parce que 16/9 fois 1,33, on arrive pile sur le ratio 2,4 du cinéma, et en plus à 1,3, on commence à avoir, même si elles sont légères, les caractéristiques visuelles de l'anamorphique. Du coup, pas besoin de rogner pour obtenir l'aspect standard. De mon côté, c'est des objectifs qui sont à 1,8 fois, du coup ça fait des images qui sont très larges et il y a nécessairement besoin de rogner. Par contre, l'avantage, c'est que les caractéristiques visuelles anamorphiques sont plus prononcées et c'est ce que je recherchais personnellement. La version alternative, qui est plus abordable mais plus complexe à mettre en œuvre, c'est celle d'utiliser ce qu'on appelle un adaptateur anamorphique. Typiquement, on prend une lentille de projection anamorphique qu'on met devant à peu près n'importe quel objectif traditionnel sphérique, et du coup ça va écraser la lumière avant qu'elle pénètre dans l'objectif classique. L'avantage, c'est que de manière générale, les adaptateurs ou lentilles de projection anamorphique sont beaucoup moins chers qu'un objectif déjà fait, et en plus vous pouvez utiliser vos objectifs sphériques classiques pour en conserver les caractéristiques visuelles. L'inconvénient, c'est que d'une part, il faut aimer le bricolage parce que c'est un petit peu galère à mettre en place, et en plus de ça, comme on a deux objectifs l'un devant l'autre, quand on veut faire la mise au point sur un sujet, il faut faire la mise au point sur les deux objectifs en même temps, et ça c'est pareil, c'est un petit peu un cauchemar à gérer. Pour l'avoir essayé, je peux vous garantir que c'est une galère, surtout quand le sujet est en mouvement et qu'il faut arriver à le suivre en faisant la mise au point sur les deux lentilles, c'est compliqué. On a beaucoup parlé des caractéristiques des objectifs anamorphiques, mais est-ce que vous connaissez celles des objectifs de cinéma? Cliquez sur cette vidéo pour toutes les découvrir, je vous les y explique. Merci beaucoup d'avoir regardé le QG des vidéastes, on se dit à une prochaine et d'ici là je vous souhaite une super journée.